Voilà pour ces quelques images des Castrillas. Retour en Béarn. Nous étions il y a quelques instants à l'hippodrome au domaine de Cers et à 5 km de là, il y a l'aéroport de Pau-Pyrénées, cher évidemment à la CCI Pau-Béarn. Il n'y a pas de jeu de mots dans le qualificatif que je viens d'employer. Face à l'aéroport va se développer l'entreprise STH Ipavia, que vous représentez, Claude Vidal. Vous êtes responsable de cette agence de Pau, Serre-Castet, qui va s'implanter, ou ça y est, juste face à l'aéroport ? Oui, qui va s'implanter, enfin qui est déjà implanté à Pau, ouais. À Serre-Castet, à quelques kilomètres de l'aéroport et quelques kilomètres du centre d'entraînement, et qui prochainement va s'installer à quelques mètres de l'aéroport, 500-600 mètres de l'aéroport. C'est une société, vous nous le disiez tout à l'heure, qui a une particularité, c'est qu'elle existe depuis 1920. Exactement. Elle a été créée en 1920 et depuis, elle s'est développée. Elle a commencé à transporter des chevaux. C'est une agence de voyage pour chevaux, en fait. Exactement. Exactement. En fait, nous voyageons les chevaux en camion et en avion. Donc, on peut nous considérer comme une agence de voyage pour chevaux. Aujourd'hui, la société transporte combien de chevaux ? Oh, écoutez, sur Pau, en 2012, nous avons transporté presque 4000 chevaux et Paris dépasse les 20 000 chevaux. Donc, nous deux réunis, nous transportons quasiment 25 000 chevaux par an. Le fait d'avoir un aéroport à côté du domaine de Cers, à côté de l'hippodrome, ça représente quoi comme perspective de développement pour vous ? Ça va nous ouvrir des horizons, autant à nous transporteurs qu'aux entraîneurs. Actuellement, les chevaux qui arrivent sur l'aéroport de Pau transitent par Londres. C'est-à-dire qu'ils partent de Dubaï, des États-Unis, ils arrivent obligatoirement à Londres pour être dédouanés. Et puis tout ce qui est service vétérinaire, ils se reposent une nuit ou une après-midi, ou souvent ils restent dans l'avion et ils reviennent à Pau, ils arrivent à Pau. Et avec ce fameux PIF dont on parle depuis pas mal de temps, nous pourrions éviter l'escale en Angleterre. Alors, on va rappeler ce qu'est le PIF. Le PIF, c'est le poste d'inspection frontalier. Exactement. Alors, en effet, ce PIF, il n'est pas aujourd'hui ouvert. Il n'est pas en activité. Il n'est pas en activité. Cela dit, il y a déjà eu des expériences plutôt réussies qui démontrent le savoir-faire et la capacité de l'aéroport de Pau à mettre en place ce PIF. Parfaitement. Oui, des chevaux sont arrivés. Je crois qu'on a des chevaux qui arrivent depuis 2-3 ans. Et chaque fois, ça a été une réussite. Une réussite, tant au niveau de l'organisation de l'aéroport que de l'arrivée des chevaux dans les écuries. Et ça s'est toujours bien passé. Et il est dommage que ce PIF n'existe pas encore, parce que ça serait fantastique pour nous. Qu'est-ce que ça changerait ? Qu'est-ce que ça changerait ? Ça ouvrirait, ça inciterait certains propriétaires étrangers à faire venir des chevaux à Pau, et plus facilement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, il y a le monde des courses et il y a aussi le monde de l'endurance. Il n'y a pas que le monde des courses, ça peut nous amener des quantités de chevaux. Les courses à Pau, c'est une partie de notre activité, mais l'endurance est très importante. Autour de Toulouse, il y a une dizaine d'écuries d'endurance, en passant par Albi, Gaillac, Montauban et autres. Et ces dizaines d'écuries représentent environ 150 à 200 chevaux. Et ces chevaux arrivent obligatoirement par avion. Soit ils arrivent à Amsterdam, soit ils arrivent à Francfort. Bien sûr, nous les transportons en camion. Mais tous ces chevaux pourraient arriver à Pau. Et le fait qu'il y ait, pas très loin également, l'autoroute A65, désormais, pour vous, c'est un atout, parce que le transit, vous le disiez tout à l'heure, il y a le sud-ouest, mais il y a également cet axe sud-ouest-Paris, j'imagine. Exactement. Nous, l'autoroute nous a facilité le travail, et surtout le confort des chevaux. Vous avez des perspectives de développement, vous avez fait ce qu'on appelle un business plan, business model de développement en cas d'ouverture de ce fameux PIF. Écoutez, nous, au niveau de la société sur Pau, en 3 ans, on a démarré tout petit avec 2-3 camions, 3 pilotes. Actuellement, il y a 8 chauffeurs. Il y a 11 personnes sur Pau. Et l'ouverture du PIF, exactement, pourrait nous amener à nous développer, et nous développer fortement. Fortement, parce qu'on peut recevoir des chevaux pour Pau, mais on peut recevoir des chevaux pour l'Espagne, on peut recevoir des chevaux pour l'Italie. Il faut savoir que si le PIF de Pau ouvre, ce sera le 3e PIF. Il y en a un à Paris, un à Deauville, et Pau serait le 3e.
Alors, qu'est-ce qui manque là pour qu'il ouvre? Il y a un si. Je pense que. Patrick de Sampa nous le dira peut-être tout à l'heure. Il faudrait que plein de gens se réunissent peut-être et en parlent un peu plus sérieusement. Et politiquement, il faudrait certainement avoir beaucoup d'aide. Pour développer cette habitude de travailler en réseau, pour permettre à des entreprises d'innover, d'atteindre de nouveaux marchés, parfois des marchés de niche, la CCI ainsi que de nombreux autres acteurs institutionnels et un très grand nombre d'entreprises ont décidé de mettre en place ce que l'on appelle un cluster. C'est une structure informelle et au travers de ce cluster, il y a déjà eu des expériences pour aller sur des marchés internationaux, sur des salons internationaux pour structurer la filière. On va découvrir maintenant en quelques images ce qu'est le cluster déjà mis en place et ensuite nous dialoguerons avec quelques entreprises qui font partie de ce cluster et qui ont pris l'habitude de commencer à travailler ensemble. Merci Nicolas Robière de m'avoir accompagné pour cette première partie d'émission. Le cluster en images, regardez. Le cluster ICA Sud-Ouest, Sawhorse Alliance, le Saw pour Sud-Ouest, affiche donc tout de suite son ambition, c'est-à-dire son territoire sur lequel on souhaite travailler, c'est l'Aquitaine Midi-Pyrénées, donc le Sud-Ouest. Nous souhaitons structurer cette filière en tant que filière économique et d'excellence autour des entreprises, mais aussi des organismes de formation, de recherche. Donc nous avons commencé à faire un premier tour de table avec les entreprises et on les a interrogées sur leurs besoins. Et donc nous avons porté cette dynamique qui a émergé des entreprises elles-mêmes sur 4 axes qui sont donc le développement des ventes et l'accompagnement à l'international des entreprises avec une première action que nous avons fait sur un salon international en Allemagne, le SPOGA Horse. Ensuite, l'axe animation du réseau et communication marketing territorial puisque cette filière nous permet aussi de faire rayonner tout le Sud-Ouest et attirer des porteurs de projets sur notre territoire autour de cette filière, que ce soit dans le sport, dans les courses, etc. Ensuite aussi dans le secteur formation, nous avons mis des acteurs autour de la table. Donc notre rôle c'est vraiment mettre du lien, faire connaître la filière et faire émerger des idées et ensuite essayer de les accompagner. Donc il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'innovation, recherche et développement. Donc le cluster est une structure totalement informelle et sur une demande express des entreprises qui ne veulent pas une structure formelle. Babette Chili, vous êtes entouré de 2 des entreprises parmi les 5 qui sont allées avec vous à l'international. On vient de voir quelques photos à l'instant. Quels souvenirs, selon vous, et puis je vais leur poser la question dans quelques instants, gardent ces entreprises de cette première expérience de salon à l'étranger en jouant groupé Sud-Ouest? Alors pour certains, ce n'était pas la première expérience, mais ce qu'on peut en retirer, c'est que vraiment, ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Et surtout à l'export et à l'international, il faut y aller groupé, il faut se mutualiser. Et donc ça a permis de faire un stand collectif pour partager les frais, pour partager l'effort, pour porter aussi l'image du cluster du Sud-Ouest et notre territoire, de le promouvoir en même temps. Et donc les 5 PME qui sont venues en Allemagne, au SPOGA Horse, donc c'est un salon vraiment international. On ne cible pas que le marché allemand, mais le marché du monde entier. Alors il y a ceux qui sont habitués à aller sur des marchés internationaux. C'est votre cas. Manfred Holt, vous êtes le directeur de la société EXA, spécialisée dans la plasturgie. L'international, l'export, c'est évidemment intrinsèquement au cœur de votre développement. Oui, absolument. L'export, déjà, dans notre société, en général, on les pratique depuis un bout du temps. Et il faut se dire aussi, c'est dans les secteurs d'équitation et les produits équins, c'est des produits qui marchent à l'international. On ne peut pas se limiter sur le marché national, c'est pratiquement pas pensable. On peut commencer marché national, c'est sûr, mais après, vu déjà qu'il y a des salons professionnels comme en Allemagne, où on était en Cologne, c'est une grande famille quelque part, et on rencontre chaque année les mêmes acteurs. Et moi, je l'ai fait depuis une dizaine d'années. Et dans le cadre de notre cluster, on a discuté de l'international et j'ai essayé de convaincre un peu mes partenaires qu'il faut absolument y aller parce qu'il y a des chances énormes qui s'ouvrent là.
Emmanuel Gonnet, vous avez monté il y a un peu plus d'1 an maintenant une société baptisée Le Sabotier. Vous êtes un jeune membre de ce cluster parce que vous, par contre, c'était la première fois, contrairement à votre voisin, que vous alliez vous frotter à des marchés internationaux alors même que vous développez ce que l'on appelle, et c'est pas péjoratif, au contraire, une activité de niche dans le haut de gamme. C'est bien cela ? Nous avons lancé une ligne de vêtements d'équitation pour le concours hippique haut de gamme. Que l'on suit, on achète la matière première, on fait fabriquer, on distribue. Cela a été lancé au mois d'août 2012. Votre société est basée à Pau. À Pau. La vôtre est basée à Oloron-Sainte-Marie. Ça représente quoi pour l'un et pour l'autre d'être ici, dans le sud-ouest, en terre du Béarn ? C'est un avantage parce que, comme on l'a entendu tout à l'heure, notamment avec M. Bouchara, le sud-ouest et le cheval, ça va de pair, ou ça peut être également un inconvénient, ou en tout cas une difficulté, lorsque l'on est, comme vous le disiez tout à l'heure, sur des marchés qui sont un peu partout, mondialisés, globalisés. Avantage, inconvénient d'être dans le sud-ouest ? Les deux. Pour vous dire, nous, sur notre logo, il y a le sabotier. Nous avons mis de manière express Pau, France, parce que c'est vrai que quand même Pau, la ville, en termes équestres, ça résonne chez les gens, que ce soit par le CCI, le 4 étoiles, ou le monde des courses, ça parle aux cavaliers, globalement. Mais je vais dire pareil, parce que c'est vrai, on est un peu loin ici. On peut toujours dire, si quelqu'un est par exemple à Paris, au niveau voyage, déplacement pour l'international, c'est plus facile. Mais depuis quelques années, avec le monde Internet, avec le web, on se rend compte que c'est plus très important où on se trouve. Hein. Après, bien sûr, il faut savoir s'organiser pour se déplacer, s'il faut. Mais on peut tout à fait être ici dans le Béarn, on profiter en fait de la belle région et quand même être une entreprise internationale. Ça ne gêne absolument pas, oui. Babette. Et c'est d'ailleurs pour ça que le cluster va mettre en place un site internet avec une plateforme de compétences pour croiser des besoins et des réponses et faire une vitrine qui va promouvoir toute la filière équine du Sud-Ouest. Quels sont les conseils, quelles sont les bonnes pratiques, quels sont finalement les atouts que l'expérience de votre voisin et des autres personnes habituées à faire de l'international vous ont permis d'acquérir rapidement, Emmanuel ? Il y a eu deux choses. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans le cluster, ça devait être début février 2013. La première chose dont j'ai bénéficié, c'est l'expérience des autres patrons que j'avais à côté de moi et de la bienveillance qu'ils ont eue à mon égard pour m'aider. Parce qu'on n'a pas toujours un business model qui est parfait, et me réaiguiller dans les égarements que j'aurais pu avoir. Ça, c'est la première chose, même si ce n'est pas toujours très facile. La deuxième, c'est sur le cluster. S'il n'avait pas été là pour partir en Allemagne, je ne serais jamais parti. Par rapport à des concurrents français qui font le même style de produit que moi, j'ai gagné peut-être 3 ans par rapport à eux. Alors, vous êtes, on le disait, sur un marché de niche, mais Manfred, vous êtes en plus sur un marché de niche particulièrement innovant. C'est-à-dire que vous avez l'innovation au cœur du développement de votre entreprise. En quoi, selon vous, le fait d'être sur une perspective d'innovation, c'est important? Il y a quelques années, quand nous, on a repris cette société à la barre du tribunal, hein, c'était en 2005, et on s'est trouvé sur un marché qui est extrêmement intéressant, l'équitation ou le produit équin. C'est quelque chose qui a de l'avenir, ça c'est certes. Et quand on a regardé les produits, il y a quand même eu beaucoup de produits qui viennent de l'Asie, de Chine, du Vietnam et autres. Ouais. Et c'est ce qu'on a vu relativement vite, c'est nous, si on essaie de faire le même genre de produits, c'est perdu d'avance parce qu'on a ici une situation en Europe où ce n'est pas possible. Vous ne seriez pas concurrentiel? On ne peut pas. Alors, le seul moyen de concurrencer, c'est être bien mobile et surtout avoir toujours un temps d'avance sur le marché. C'est-à-dire l'innovation, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un atout que nous, en Europe, on a, si on le veut. Il faut vouloir quand même. Et si on le veut, cet avantage nous permet de survivre sur le marché. Tim Robinson, l'innovation est au cœur également du développement de la société que vous gérez avec 3 associés. C'est Race System Ltd, une société spécialisée dans la fabrication d'un système portatif sans fil d'alarme pour la sécurité des courses hippiques. Et vous êtes lancé avec un système totalement innovant, développé dans le Sud-Ouest. Développé dans le Sud-Ouest. Nous avons eu cette idée suite à un incident de course qui est arrivé sur un hippodrome du Sud-Ouest.
et où, en tant que commissaire, je me suis rendu compte qu'on avait du mal à gérer un arrêt de course. Car les jockeys, notamment quand ils sont en face, loin des tribunes, ils ont du mal à entendre les sirènes qui fait qu'il y a un danger en amont. Ils ne savent pas, ils ne voient pas, donc c'est à nous de les avertir. Voilà. Et avec votre système, comment sont-ils avertis? En fait, c'est portatif? Comment ça fonctionne? Ce sont simplement des sirènes équipées d'un gyrophare qui sont portatifs, qu'on peut espacer autour de l'hippodrome. Le nombre qu'on veut, c'est 7, 8, combien, le nombre n'est pas important, mais qu'à tout moment, les jockeys puissent être avertis d'un danger qui est devant eux. Car un cheval, pour l'arrêter au plein galop, il faut au moins 200 mètres. Or, si il y a un accident devant eux, à 400 mètres, il faut vite les avertir parce qu'ils ne voient pas. Voilà. Qui sont aujourd'hui vos clients? Le bonheur de cet objet, c'est qu'il est portatif. Or, ma fierté, c'est que le tout petit hippodrome dans l'ouest de la France, qui a des courses une fois par an, il peut être aussi bien équipé en partageant l'objet avec d'autres hippodromes qu'à Deauville ou à Chantilly. Voilà. Alors, combien vous en avez vendu jusqu'à présent? Vous me posez une colle, je pense, disons qu'il y a une centaine d'hippodromes qui sont équipés. Voilà. Or, ils se les prêtent entre eux, certains, donc c'est difficile à calculer. C'est difficile à quantifier. Aujourd'hui, les perspectives de développement, pour vous, elles sont à l'international également? Oui, j'ai la chance d'avoir un distributeur maintenant qui est à Londres, qui nous aide à vendre ailleurs. Et d'ailleurs, les premières ventes à l'étranger se sont faites en Afrique du Sud, à l'hippodrome de Durban, où il y a également des devis qui sont partis pour l'hippodrome de Port Elizabeth et de Johannesburg en Afrique du Sud, également en Australie à Adélaïde, et aux États-Unis pour le centre d'entraînement de Keeneland. Voilà. Avec donc cette innovation née ici, dans le sud-ouest, c'est fabuleux. Exactement. Et donc nous l'avons inventé, nous l'avons breveté. Après, il a fallu un gros coup de main quand même, parce que tout seul, on ne fait pas de cette chose-là. Et je voudrais remercier les hippodromes de Pau qui ont pris le risque de nous aider avec le prototype qui était tout au début, et notamment son directeur François Galibert qui a pris des risques. Si l'objet n'avait pas fonctionné, nous avions 27 réunions premium, il y avait 5 quintés. S'il avait mal fonctionné, François, il était fusillé à l'aube sans procès. Voilà. Alors, ça montre, non pas le côté évidemment sanguinaire de ce monde-là, mais ça montre en effet au contraire le côté extrêmement solidaire. On le disait tout à l'heure, le fait de jouer groupé, le fait de partager des expériences, le fait d'échanger finalement entre les uns et les autres, entre ceux qui dirigent un établissement, ceux qui ont l'habitude des courses, ceux qui innovent, c'est une vraie valeur ajoutée différenciante pour ce territoire. Bien sûr, nous avons tous besoin les uns des autres. Nous, bien sûr, il y a ce système qui a été inventé, mais j'ai d'autres projets en tête. Et en fait, c'est la proximité du terrain, la proximité des professionnels qui nous disent « Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Regarde. » Donc, nous sommes à l'écoute en permanence. Voilà. Emmanuel, même question, le fait finalement de développer l'entreprise ici avec des lieux, avec des pratiques, avec une culture autour du cheval, c'est une véritable opportunité pour vous? Tout à fait, tout à fait. La société, elle s'est créée ici, elle est faite de cet endroit et je pense qu'on ne pourrait pas la déplacer ailleurs aujourd'hui. Parfait. Alors on va parler maintenant de notre domaine. Tout à l'heure, on l'a évoqué dans l'interview avec M. Bouchara, la formation est très importante dans le domaine de la filière équine. Il y a évidemment la formation des jockeys. On va recevoir tout à l'heure 2 jeunes jockeys qui sont particulièrement prometteurs. Ils sont de formidables exemples de la qualité de la formation que l'on délivre. Mais au-delà, il faut penser également à toutes les formations liées au métier du cheval. Et c'est dans ce cadre-là que le CNPC a réfléchi à mettre en place de nouvelles solutions. Nous parlions d'innovation. Voici d'autres formes d'innovation. L'innovation par la formation. Regardez. CNPC, c'est aujourd'hui l'organisme de formation dans les métiers commerciaux et techniques du sport. Ça existe depuis 30 ans, on forme à peu près 3000 personnes par an sur nos 7 sites en France et essentiellement dans les métiers commerciaux et techniques. Alors l'équitation, c'est un secteur qui nous intéresse
tout particulièrement. Pourquoi l'équitation? Parce que l'équitation, c'est le 3e sport en nombre de licenciés. C'est plus de 700 000 licenciés et 1 400 000 pratiquants. Et dans ce secteur-là, il y a énormément d'innovations, que ce soit sur l'équipement du cavalier ou l'équipement du cheval. Et curieusement, les magasins de sport n'avaient pas de formation spécifique à la commercialisation de produits d'équitation. Donc ils sont bien entendu tournés vers nous en disant il faut monter des modules de formation spécifiques. Alors qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'équitation en termes de marché? C'est en France 1200 magasins de sport qui sont aujourd'hui spécialisés dans le matériel équestre. Ça représente 3000 salariés et un chiffre d'affaires estimé d'à peu près 450 millions d'euros par an en matériel et équipement du cheval. Donc on a développé 4 modules de formation, mais comme nous n'avions pas, nous, en interne au CNPC, les compétences en termes de métier, eh bien on s'appuyait sur, bien sûr, les haras, qui, les haras, ont su nous trouver à l'intérieur de leurs équipes des gens qui ont toutes les compétences nécessaires pour apprendre et enseigner le matériel, et à la fois pour le cavalier et pour le cheval. Donc on s'appuie bien sûr sur les haras de Gélos, mais les formations ne vont pas toutes se dérouler à Pau. Elles vont se dérouler au Cadre Noir de Saumur, elles vont se dérouler au haras du Pin, elles vont se dérouler aux haras nationaux à Besançon. Donc on va faire le tour de France avec un objectif de 200 personnes formées dès l'année 2014. Les 2 jeunes jockeys que nous avons juste à côté de nous sont issus de la FASEC, qui est l'organisme de formation de la filière équine, qui forme les jockeys. C'est votre cas, Thomas? Vous avez quel âge, Thomas Anderson? Moi, j'ai 19 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes sorti de la FASEC? En 2012, maintenant, ça va faire 2 ans. 2 ans. Je ne trahis pas un grand secret en disant que beaucoup de regards se portent vers vous sur la façon dont vous pourriez progresser dans votre, dans votre carrière, dans votre jeune carrière. Qu'est-ce qui vous a donné, Thomas, l'envie de devenir jockey? Depuis que je suis tout petit, je baigne là-dedans parce que mon père est entraîneur, donc j'ai toujours vécu là-dedans. Au début, j'avais pas trop envie de devenir jockey, mais vers l'âge de 10 ans, j'ai tout de suite voulu devenir. C'est quoi les principales qualités d'un jockey? Qualité, je sais pas. Bon, il faut juste être léger et... Jusque-là, nous sommes d'accord. Voilà, il faut être travailleur surtout. Sofiane Sadi, vous également, vous sortez de la FASEC. Vous avez quel âge, Sofiane? Oui, tout à fait. Je sors de la FASEC, j'ai 17 ans. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier? Moi, j'aimais les chevaux depuis tout petit, mais j'avais jamais eu la chance d'être de travailler avec les chevaux parce que c'était des prix un peu trop élevés pour le budget de mes parents. Et après, j'ai eu la chance il y avait une écurie de course à côté de chez moi et je me suis renseigné avec mes parents pour savoir comment on pouvait devenir jockey, quelles étaient les écoles pour y parvenir. Et cette personne nous a donné le site internet à FASEC et pour laquelle on a trouvé une journée porte ouverte. Et bien avant Banco. Thomas, vous travaillez aujourd'hui dans l'écurie Rouget. Oui, c'est ça. Vous réalisez combien de courses par mois, mettons, aujourd'hui? Par mois, je sais pas. C'est très aléatoire. Ça dépend si les entraîneurs veulent me faire monter ou pas. Mais maintenant que j'ai perdu ma décharge, que je suis plus apprenti, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais je continue toujours. Moi, j'ai une petite question à leur poser, parce que 80% des gens qui pratiquent l'équitation, ce sont des filles. Il y a des femmes, des filles qui sont jockeys? Il y en a beaucoup moins que les garçons, mais même de plus en plus. Donc ça va venir, maintenant, bientôt, il y aura beaucoup de filles. Ouais. Je sens un désir là-dedans, mais la principale victoire dont tu es le plus fier? Ma toute première fois que je suis allé monter dans la région parisienne. Donc pour moi, c'est la plus belle. De ton côté, Sofiane? Moi, c'est mon premier Grand Prix à Mont-de-Marsan le mois dernier. On ne cesse de le dire depuis le début de cette émission, l'importance économique de la filière, le développement de la filière équine, du monde du cheval en général. Carole Botton, vous êtes professeure de finance à l'ESC. C'est quelque chose qui vous a passionné au point d'en faire votre thèse, je crois. Oui, tout à fait. J'ai fait ma thèse, donc pendant 4 ans, j'ai travaillé sur ça, une thèse sur le marché des chevaux de course, très spécifiquement. Je l'ai observé d'un point de vue sociologique et financier, et j'ai regardé comment il évoluait, quels étaient les acteurs, etc. Et je continue à travailler sur ce marché-là, et plus généralement sur les courses. Alors, les perspectives de développement que vous voyez, que vous avez déjà analysées et que vous voyez, ce sont lesquelles ? Alors, des perspectives à l'international d'abord, très, très certaines. On voit que les pays du Golfe sont de plus en plus attirés par les courses et l'élevage français. Les pays du Golfe, la Chine, la Russie, il y a beaucoup de partenariats qui se mettent en place. Donc il y a une perspective internationale, il y a une
très forte perspective territoriale parce que le Sud-Ouest n'a plus grand-chose à envier à la Normandie, je pense. On a des élevages de chevaux de race arabe qui attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, donc de grosses perspectives. Très clair. Donc on parle bien d'investissement là, hein. C'est-à-dire qu'il y a évidemment tout le côté plaisir, ludique, touristique. On a vu à quel point le côté entrepreneurial était également important. Là, vous parlez véritablement d'investissement. Ça veut dire qu'on peut se dire qu'on peut attirer ici des investisseurs qui veulent miser sur la filière équine, selon vous? Alors, en termes de structure, je ne sais pas, mais en termes d'investissement pour l'achat de chevaux, oui, ça a déjà été largement prouvé. On a sur le centre d'entraînement de Pau des chevaux qui sont entraînés et qui appartiennent à des propriétaires très, très, très fortunés, étrangers. Nous allons nous retrouver pour la partie conclusion et pour les perspectives que l'on peut trouver au développement de la filière équine de laquelle nous parlons maintenant depuis le début de cette émission. À tout de suite.